Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne et parfaite santé. La séance d'aujourd'hui est une séance de consolidation des acquis qui concerne l'unité numéro 1 qui est consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc on commence par une restitution des connaissances. Donc le premier type de question, définir les notions suivantes. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est que la fermentation alcoolique? Donc c'est une fermentation ou c'est une dégradation qui est incomplète. Donc la fermentation alcoolique est une voie métabolique de dégradation incomplète du glucose, qui est un métabolite, au niveau du héroplasme, sans consommation de dioxygène et sans intervention des mitochondries, ce qui donne un résidu organique, à savoir 2 éthanol, 2 CO2 et 2 ATP. Deuxième notion, définir ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Donc, cette phosphorylation, c'est le processus permettant la phosphorylation de l'ADP en ATP grâce à l'énergie libérée par l'oxydation des donneurs d'électrons par la chaîne respiratoire. On passe maintenant au deuxième type de question. Donnez chacune ou pour chacune des propositions de 1 à 4, cochez la seule suggestion correcte. La transformation d'une molécule de glucose en 2 molécules d'acide pyruvique au niveau du héroplasme s'accompagne. Est-ce qu'il s'accompagne d'une réduction de 2-NADH2 et production de 4 ATP ou oxydation de 2-NADH2 et production de 4 ATP, l'oxydation de 2-NADH2 et production de 2 ATP et réduction de 2-NAD+, et production de 2 ATP. Donc, lorsqu'on parle de transformation du glucose en acide pyruvique, c'est la glycolyse. Donc, cette étape est réalisée, est couplée à une réduction et non pas à une oxydation. Donc, on doit éliminer le B et le C. Et A, c'est une réduction de NADH2, donc c'est faux. C'est une réduction de NAD+. Donc le A, c'est faux. B, faux. C, faux. La bonne réponse est D. Deuxième, l'activité de la chaîne respiratoire conduit à une augmentation de la concentration des protons dans la matrice ou diminution de cette concentration dans la matrice ou l'augmentation dans l'espace intermembranaire ou diminution de la concentration des protons dans l'espace intermembranaire. Donc, en ce qui concerne le A, c'est faux. B aussi, c'est faux. Le D, c'est faux. La bonne réponse, c'est C. Les étapes de la contraction musculaire sont les suivantes. Donc, nous avons fixation de l'ATP sur les têtes de myosine, hydrolyse d'ATP, rotation des têtes de la myosine et glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère, libération du calcium, formation du complexe actomyosine, détachement des têtes de myosine, de l'actine et redressement des têtes de myosine. Est-ce que la succession de ces étapes est selon l'ordre chronologique? Est-ce que c'est A, B, C et D? Pour le début, c'est toujours le début, c'est par la libération du calcium et par la suite le A et le D sont éliminés. Il nous reste le B et le C. Donc le A c'est faux, le B aussi c'est faux, le D c'est faux. La succession c'est C qui est juste. Lors de la phosphorylation de l'ADP, le gradient des protons créé par la chaîne respiratoire est utilisé par, est-ce que par les canaux à protons ou l'ATP synthase ou les transporteurs d'électrons ou les coenzymes. Donc la phosphorylation est utilisée par l'ATP synthase et non pas par les canaux ou les transporteurs d'électrons ou les coenzymes. Donc le A c'est faux, le C c'est faux, D c'est faux. La bonne réponse c'est B. Passons au troisième type de question. Écrire devant chaque suggestion vraie ou faux. Donc nous avons 4 suggestions. La première, dans la cellule musculaire, le renouvellement d'ATP à partir de la phosphocréatine se fait par l'intervention de l'ATP synthase. Donc c'est faux. Dans la matrice, l'oxydation de NADH2 se fait par l'intervention de déshydrogénase. Donc dans la matrice, il y a la réduction de NAD+, et non pas l'oxydation, dans le cas de la respiration cellulaire. Donc c'est faux. Dans l'hyaloplasme, la fermentation alcoolique produit un résidu organique et libère le CO2. Donc c'est vrai. Dans la mitochondrie, l'acide pyruvique se transforme en acétyl-CoA. C'est une suggestion qui est vraie aussi. Passons au quatrième
type de question, relier chaque myogramme enregistré du groupe 1 à l'état des deux stimulations appliquées sur le muscle, qui est le groupe 2, en adressant à chaque numéro la lettre correspondante. Donc, nous avons pour le myogramme numéro 1, donc fusion complète des deux secousses musculaires, lui correspond C, c'est-à-dire la seconde stimulation est appliquée pendant la phase de contraction. Pour la fusion incomplète, c'est A, c'est D, car pour avoir une fusion incomplète, la seconde stimulation doit être appliquée pendant le relâchement. Pour les deux secousses musculaires isolées, donc c'est A. Si on applique une seconde stimulation après l'achèvement de la première, on obtient deux réponses qui sont séparées. Donc le 3, c'est le A, et une secousse musculaire isolée pour 4 lui correspond la dernière qui est petit b. Passons maintenant au raisonnement scientifique et communication graphique et écrite. Et on commence par la situation numéro 1. Donc, on cherche à étudier quelques aspects du mécanisme de la contraction musculaire et à montrer le rôle des ions CO2+ dans ce mécanisme. Dans ce cadre, on propose les données suivantes. Donc, donnée numéro 1. Des fibres musculaires striées sont isolées et cultivées dans un milieu physiologique contenant des ions calcium radioactifs, donc le Ca2+ 45, puis elles sont réparties en deux lots, le lot numéro 1 et le lot numéro 2. Les fibres du lot numéro 1 sont fixées en état de relâchement, alors que les fibres du lot numéro 2 sont fixées en état de contraction. Par une technique appelée autoradiographie, on détecte la localisation de la radioactivité au niveau des fibres de chaque lot. Les figures du document 1 présentent des schémas explicatifs des résultats de cette détection, donc la figure A pour les fibres du lot numéro 1 et la figure B pour les lots du fibre 2. Donc nous avons ici le schéma, donc le réticulum sarcoplasmique, et nous avons le sarcoplasme, qui est le cytoplasme de la cellule musculaire, et nous avons les filaments d'actine et de myosine. Donc la question, décrire la répartition de la radioactivité dans les fibres des lots 1 et 2, puis dégager le sens de déplacement des ions calcium lorsque la fibre musculaire passe de l'état de relâchement à l'état de contraction. Donc c'est une question composée de deux parties. La première, c'est une description, et la deuxième, c'est dégager le sens de déplacement. Donc, on commence par la description. Donc, nous avons ici l'état de relâchement et l'état de contraction. Donc, on vous demande de comparer la répartition de la radioactivité, donc la répartition du calcium, dans le cas du relâchement. Vous voyez que la concentration de la radioactivité est plus importante au niveau du réticulum sarcoplasmique, en comparaison avec le sarcoplasme. Mais dans l'état de relâchement, nous avons l'inverse. La concentration de la radioactivité est nettement plus élevée dans le sarcoplasme en comparaison avec celle du réticulum sarcoplasmique. Donc, pour le premier lot, la répartition de la radioactivité, à savoir le calcium, au niveau du réticulum sarcoplasmique est plus importante en comparaison avec celle du sarcoplasme. Mais pour le lot numéro 2, la répartition de la radioactivité, à savoir le calcium, au niveau du réticulum sarcoplasmique est plus faible en comparaison avec celle du sarcomère. Donc, en passant de l'état relâché à l'état contracté, le calcium quitte le réticulum pour rejoindre le sarcoplasme. Et par la suite, la déduction, c'est lors du passage de l'état de relâchement à l'état de contraction, les ions CO2+ passent du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme. Donc, donnée numéro 2, l'étude biochimique et l'observation électronographique des myofilaments d'actine et de myosine dans des fibres musculaires en présence et en absence d'ions CO2+.
ont permis de construire le modèle explicatif présenté dans le document numéro 2. Donc, nous avons ce document qui nous montre un modèle explicatif du rôle du calcium. Nous avons ici en absence du calcium. Et ici, nous avons en présence du calcium. Donc, la deuxième question, en vous basant sur le modèle présenté dans le document numéro 2, montrez comment interviennent les ions Ca2+, dans la contraction de la fibre musculaire. Donc, en comparant cet état qui montre l'absence du calcium avec l'autre état qui nous montre la présence du calcium, on s'aperçoit que, en absence du calcium, les têtes de myosine n'arrivent pas à se lier sur ces sites actifs de l'actine, car nous avons ici le blocage par la tropomyosine. Donc, en absence du calcium, la tropomyosine, qui est une protéine filamenteuse ou fibreuse, inhibe la liaison des têtes de myosine avec les sites actifs de l'actine. Mais en présence du calcium, donc le calcium, il va se lier sur la troponine, ce qui va provoquer un pivotement de la protéine tropomyosine, troponine, et par la suite la libération des sites actifs de l'actine, ce qui permet la liaison des têtes de myosine avec les protéines d'actine. Donc, le mécanisme de l'intervention des ions Ca2+ dans la contraction de la fibre musculaire. La fixation des ions Ca2+ sur la troponine entraîne la libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine suite au changement de la conformation spatiale, c'est-à-dire un pivotement et déplacement de la tropomyosine, et par la suite, les têtes de myosine se lient aux protéines d'actine, ce qui conduit à la formation des complexes actomyosine. Passons maintenant aux données numéro 3. Donc, pour extraire l'énergie nécessaire à sa contraction, la fibre musculaire hydrolyse de grandes quantités d'ATP. Afin de déterminer certaines conditions nécessaires à l'hydrolyse de ces molécules, on présente les données expérimentales du document numéro 3. Donc, nous avons ici 3 milieux. Le milieu 1 comprend des filaments de myosine, filaments d'actine, ATP et Ca2+. Milieu 2 comprend les filaments d'actine seuls plus ATP et calcium. Milieu 3, filaments de myosine seuls plus ATP et calcium. Et nous avons la fin de l'expérience. La question, c'est, en exploitant les données du document 3, expliquer la différence d'hydrolyse d'ATP observée dans les différents milieux. Dans le milieu A, nous avons ici complexe actomyosine plus calcium et une grande quantité d'ATP plus PI. Ça veut dire que dans le milieu A, nous avons une hydrolyse très importante de l'ATP. Dans le milieu 2, nous avons absence d'hydrolyse d'ATP. Il n'y a pas de formation d'ATP plus PI. Dans le milieu 3, nous avons une faible quantité d'ATP plus PI. Donc, si on veut répondre, on doit faire une comparaison entre les résultats de la fin de l'expérience avec les composantes. Bien, pour l'explication, dans le milieu A, nous avons une grande quantité d'ATP plus P car nous avons la formation de complexes actomyosine. Dans le milieu 2, pas de formation d'ADP plus P, ça veut dire pas d'hydrolyse d'ATP car on a l'absence de myosine et la présence d'actine seule. Donc l'actine seule n'arrive pas à hydrolyser l'ATP. Mais en présence de myosine, l'ATP, il hydrolyse une quantité, car d'après ce qu'on a déjà vu, c'est que la myosine porte deux sites actifs. Un site de fixation à l'ATP, plutôt un site de fixation à la protéine de l'actine, et un site à fonction atypasique qui fixe et hydrolyse l'ATP. Donc la réponse est la suivante. L'hydrolyse de grandes quantités d'ATP dans le milieu 1 s'explique par la formation du complexe actomyosine et l'activation des têtes de myosine par l'actine. L'absence d'hydrolyse d'ATP dans le milieu 2 s'explique par l'absence de myosine, car nous avons l'actine seule qui est présente dans ce milieu. Et l'hydrolyse d'une faible quantité d'ATP dans le milieu 3 s'explique par la présence de myosine seule et l'absence de la formation du complexe actomyosine, car l'actine active la fonction atypasique des têtes de myosine. Donc, quatrième question.
En vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, résumez les étapes de contraction du muscle suite à une excitation. Donc, si on excite un muscle, quelles sont les étapes qui vont succéder pour arriver à une réponse mécanique? Donc, la succession des événements depuis l'excitation à la contraction musculaire, nous avons l'arrivée de l'influx nerveux et excitation du muscle, ce qui conduit à une sortie des ions CA2+ de réticulum sarcoplasmique. Ces CA2+ vont se fixer sur la troponine et par la suite, il y aura pivotement de la tropomyosine et libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine, ce qui favorise la formation des complexes actomyosine et l'utilisation de l'énergie issue de l'hydrolyse d'ATP pour le glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Donc, on aura la contraction musculaire. Passons maintenant à la deuxième situation. Certains sportifs trichent lors des compétitions sportives et consomment des produits dopants qui sont interdits à l'échelle internationale par la Fédération des Jeux olympiques. Donc, afin d'étudier l'effet de l'entraînement et du dopage sur les voies métaboliques produisant l'énergie au niveau des cellules musculaires chez ces sportifs, on propose les données suivantes. La mesure de la concentration de certains métabolites au niveau du muscle strié et la détermination des pourcentages de consommation du glucose et de la phosphocréatine chez un nageur après une épreuve de 100 mètres et chez un autre nageur après une épreuve de 1500 mètres ont permis l'obtention des résultats présentés par le document numéro 1. Donc, nous avons un document qui nous montre l'état de repos pour un nage de 100 mètres, donc le temps c'est 1 minute, et pour la nage libre de 1500 mètres, c'est pour un temps de 15 minutes. Et nous avons la concentration des métabolites, à savoir l'acide lactique, les glycogènes, phosphocréatine, l'ATP. Donc les métabolites sont les phosphocréatine et l'ATP. Le glycogène, c'est un élément qui donne un métabolisme, mais l'acide lactique, c'est un produit qui est dégagé. La question, c'est, à partir du document numéro 1, déterminer les variations de la concentration des métabolites chez les deux nageurs après l'effort musculaire. Donc, si on vous demande de déterminer les variations de la concentration des métabolites chez les deux nageurs après l'effort musculaire, donc on doit chercher l'état de référence. Donc l'état de référence, c'est l'état de repos. Et on doit comparer ces valeurs à l'état pour un nage libre en comparaison avec l'état de repos. De même pour l'autre cas de la nage de 1500 mètres. Donc l'exploitation du document. Donc toujours l'état de référence, c'est l'état de repos. Et on doit comparer le nageur de 100 mètres avec l'état de repos. Donc si on compare ces deux valeurs, on s'aperçoit que l'acide lactique augmente considérablement et nous avons la phosphocréatine, elle diminue d'une manière importante et nous avons une diminution du taux de glycogène. Donc, on parle de diminution car si on compare avec 1500, on trouve une grande diminution. Et pour l'ATP, c'est presque constante. Donc, en ce qui concerne l'âge libre, nous avons une diminution importante de la concentration de la phosphocréatine, une augmentation importante de la concentration de l'acide lactique et une faible diminution de la concentration du glycogène. Et pour l'ATP, sa concentration reste presque stable. Passons maintenant au nage libre de 1500 mètres. Toujours la comparaison avec l'état de référence.
Nous avons ici 1,1 en ce qui concerne le taux de l'acide lactique. Nous avons ici 3. Donc, c'est une augmentation, mais très faible par rapport à celle du nage libre. Nous avons ici une diminution très importante en comparaison avec celle de la nage libre en ce qui concerne le glycogène. Et pour la phosphocréatine, une légère diminution en comparaison avec celle de la nage libre. Et en ce qui concerne l'ATP, c'est presque constant. Donc, nage libre de 1500 mètres, nous avons une diminution importante de la concentration du glycogène, une légère augmentation de la concentration de l'acide lactique, faible diminution de la concentration de la phosphocréatine, et pour la concentration d'ATP, sa concentration est presque stable. Donc, le document numéro 2 présente les voies métaboliques utilisées pour la consommation des métabolites chez les deux types de nageurs. Donc, nous avons ici un document qui nous montre le pourcentage de consommation des métabolites et le type de nage. Nous avons ici la voie aérobie de glucose, la voie anaérobie de phosphocréatine et le métabolisme anaérobie de glucose. La question, c'est en se basant sur le document 2, dégager les voies métaboliques utilisées par le muscle de chacun des deux nageurs pour produire l'énergie. Donc, on parle de dégager les voies métaboliques. Donc, en comparaison, qu'est-ce qu'on voit? Pour le nageur de 100 mètres nage libre, on voit qu'il utilise d'une manière très importante la voie anaérobie de phosphocréatine. Donc, c'est à peu près 85% par voie anaérobie et à peu près 10% par la voie anaérobie de glucose. Donc, chez le nageur spécialiste de 100 mètres nage libre, on constate une dominance de la voie aérobie de consommation de la phosphocréatine. Donc, c'est 85% et 10% de la voie aérobie de glucose. Le muscle utilise la fermentation lactique et la consommation de la phosphocréatine pour produire l'ATP. Mais pour le nageur libre de 1500 mètres, on voit la prédominance de la voie aérobie du glucose. Donc, chez le nageur spécialiste de 1500 mètres libre, on constate une dominance de la voie aérobie, donc c'est à peu près 90%. Le muscle utilise spécialement la respiration pour produire l'ATP. Donc, pour comprendre l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur le métabolisme du muscle, on propose les données présentées par les documents 3 et 4. Donc, nous avons le document numéro 3, il nous montre des données, et le 4 nous montre d'autres données. Donc, la question, en exploitant les documents 3 et 4, déterminer l'effet de l'entraînement sur le métabolisme musculaire, puis expliquer l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur les réactions métaboliques du muscle. Donc, c'est une question composée qui nous demande de déterminer l'effet de l'entraînement et expliquer cet effet. Donc, on doit faire sortir les informations et expliquer cet effet sur le métabolisme. Donc, commençons par l'exploitation. Nous avons document numéro 3. Un entraînement de longue durée de 1500 mètres nage libre pendant 21 semaines, à raison de 5 séances par semaine, permet d'observer dans les cellules musculaires une augmentation du nombre de mitochondries de 120%, de la taille des mitochondries de 14 à 40%, et des mesures de l'activité des enzymes du cycle de Krebs sont réalisées à partir d'extraits de muscles prélevés chez différents sportifs. Donc 1500 mètres nage libre, avant et après l'entraînement, ont permis l'observation de graphes ci-contre. Donc si on vous demande de faire sortir des idées, ne pas oublier qu'on peut tirer des idées du texte et d'autres du graphique. Donc, d'après le texte, nous avons l'augmentation du nombre de mitochondries. Nous avons l'augmentation de la taille. Et d'après la figure, nous avons l'augmentation de l'activité des enzymes. Donc, suite à un entraînement de longue durée, on constate une augmentation du nombre des mitochondries et de leur taille et une élévation de l'activité enzymatique du cycle de Krebs. Pour l'exploitation du document 4, donc la mesure de la quantité de l'acide lactique, en fonction de la vitesse de la natation, chez un nageur qui a bénéficié d'un entraînement et chez un nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement, a permis la réalisation de graphes ci-contre. Donc, comme vous voyez, pour le nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement,
il produit une quantité importante d'acide lactique pendant une courte durée. Et celui qui bénéficie d'un entraînement, il produit une quantité faible en comparaison avec ceux qui n'ont pas bénéficié d'entraînement, mais pendant un temps qui est long. Ça veut dire qu'il produit l'acide lactique, mais tardivement. Donc, l'élévation de la vitesse de la natation est accompagnée par une augmentation rapide et importante de la concentration de l'acide lactique chez le nageur non entraîné, en comparaison avec le nageur qui est entraîné. Pour l'explication, d'après le document numéro 3, nous avons l'entraînement de longue durée conduit à une augmentation du nombre et la taille des mitochondries et une élévation de l'activité enzymatique du cycle de Krebs. Et d'après le document 4, l'entraînement de longue durée, donc il conduit à l'élévation de la vitesse de natation qui est accompagnée d'une faible production qui est tardive de l'acide lactique. Donc, lors d'un effort musculaire de longue durée, natation 1500 mètres, le muscle favorise le métabolisme aérobique, c'est-à-dire la respiration, par rapport au métabolisme qui est anaérobie, la fermentation lactique, suite à une augmentation du nombre de mitochondries, la taille des mitochondries, et l'augmentation de l'activité enzymatique du cycle de Krebs. Donc, malgré les graves effets secondaires des produits dopants sur la santé pour améliorer leur performance sportive, certains nageurs utilisent différents produits dopants adéquats à leur activité sportive pour comprendre les mécanismes d'action des produits dopants. Nous proposons les données de la figure A, B du document numéro 5. Donc la question, en exploitant le document 5 et vos connaissances, déduisez l'effet de la consommation d'EPO et de la créatine sur le métabolisme musculaire. Donc, d'après la figure A, on s'aperçoit que le nombre de globules rouges et d'hémoglobine augmente les deux lorsqu'on utilise l'EPO. Et d'après la figure B, on constate qu'après l'effort musculaire, la régénération, lorsqu'il s'agit de l'utilisation du placebo, est faible par rapport à celle qui utilise la créatine. Donc, la consommation de l'EPO conduit à une augmentation du nombre de globules rouges et la quantité d'hémoglobine et l'augmentation de la production d'ATP par la voie aérobie, la respiration, ce qui conduit à la consommation de la créatine. Et la consommation de la créatine offre aux muscles une quantité supplémentaire d'ATP. Donc, certains sportifs ont recours à s'entraîner dans des régions montagneuses, Ifrane comme exemple, pour améliorer leur ventilation pulmonaire et augmenter le nombre de leurs globules rouges, ainsi que la quantité d'hémoglobine. À partir de vos réponses précédentes, montrez qu'on peut améliorer la performance sportive sans utiliser EPO. Donc, l'entraînement. La pratique régulière d'entraînement entraîne une augmentation du nombre et de la taille des mitochondries et une augmentation d'activité enzymatique du cycle de Krebs, d'une manière générale. Mais ces entraînements dans les régions montagneuses augmentent le nombre de globules rouges et la quantité d'hémoglobine, même effet que l'EPO, et améliorent la ventilation pulmonaire, d'où l'augmentation de la production d'ATP au niveau des muscles par la respiration, ce qui améliore la performance sportive sans recours à l'utilisation des produits dopants comme l'EPO. Notre séance touche à sa fin. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.